Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, préparez-vous à du changement sur les routes du Québec. Fini le covoiturage dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Le Japon se prépare à contaminer l'océan Pacifique. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Bonjour Charlotte. En conférence de presse ce matin, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a annoncé une nouvelle stratégie nationale de sécurité routière qui vise à améliorer la sécurité des usagers de la route du Québec au Québec. Elle prévoit un investissement de plus de 180 millions de dollars et 27 mesures d'ici 2028. L'objectif principal est de réduire les accidents de la route, notamment ceux qui impliquent les piétons et les cyclistes. Parmi les mesures annoncées, la ministre compte augmenter la valeur des amendes pour les infractions commises envers les usagers vulnérables, donc les cyclistes et les piétons, et augmenter le nombre de points d'inaptitude. Les amendes et les points seront également plus élevés lors d'infractions commises dans les zones de chantier où les signaleurs sont souvent blessés. On en a pas mal parlé dernièrement. D'ailleurs, une semaine de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers est également prévue. Pour ce qui est des zones scolaires, le gouvernement souhaite réduire la vitesse maximale à 30 km/h. On parle aussi d'une augmentation du nombre de radars photo modernes pour surveiller ces zones-là. Pour nos futurs camionneurs, un programme de formation en sécurité routière sera mis en place et un indice de sécurité pour les véhicules lourds sera développé pour évaluer leur dangerosité. Alors, ce sont quelques-unes des 27 mesures annoncées. Au niveau des réactions, elles sont assez variées, mais de manière générale, les différents experts soulignent l'importance de les mettre en place rapidement et on espère que les mesures ne soient pas vides. On peut juste être d'accord avec les mesures. On ne peut pas être contre ça. Là. Il y a eu beaucoup d'accidents cet été. C'est rendu que, je ne veux pas capoter, mais tu y penses avant de prendre la route. À chaque fois que tu prends la route, mettons que tu fais un trajet d'1 heure, tu vas avoir un ou deux comportements qui sont discutables, mettons. Oui. Les gens sont pressés. Ils te coupent d'en face, mettent pas le clignotant. Les gens dépassent sur des lignes doubles. Les gens... Moi, là, tu sais, je veux dire, comme bien des gens, là, je vais quelques kilomètres au-dessus des limites permises et je suis dans la voie de droite, puis je me fais dépasser par la gauche. Là. Les gens vont de plus en plus vite, je trouve. Donc, on peut juste être d'accord avec ça. Puis malheureusement, pour ce qui est d'augmenter les amendes, mais c'est souvent par là que ça passe. Il n'y a rien comme un ticket pour te faire ralentir pour les semaines suivantes. Là. Quand on pogne un ticket une fois de temps en temps dans la vie, là, quand on pogne un ticket, c'est ça qui nous fait ralentir. Fait que malheureusement, des fois, ça passe par là. Par contre, je suis un peu moins convaincu des radars photo. Là. Moi, j'ai encore un doute sur ces... Je sais qu'on me dit que ça fonctionne, mais je trouve tellement quand c'est dans notre coin, on le sait, il est où le radar? On ralentit juste avant, puis on accélère de nouveau après. Là. J'ai souvent l'impression que c'est une façon d'aller chercher des sous dans nos portefeuilles. Par contre, tout ce qui est zone scolaire, il faut réduire ça. Il faut faire de la sensibilisation. Une chose que j'avais déjà lue, c'est que souvent, c'est les propres parents qui vont trop vite. Parce qu'une fois que leur kid à eux autres est débarqué, là, ils partent rien que c'est une gosse, comme on dit. Là. C'est pas grave, eux autres, leur kid est rentré. Ouais, moi, je m'en vais chez nous. Ouais, il n'y a plus de danger pour leur enfant à eux. Fait que dans ce temps-là, ça leur dérange pas. Fait que ça, il faut vraiment faire de l'amélioration. Motocyclistes, j'en parlais tantôt avec Antoine Joubert, tous les propriétaires de VR, de roulottes, qui ont souvent... ils ont un VR et puis un char attaché en arrière de ça. C'est aussi long que des camions de livraison. Mais petit monsieur... Il a 68 ans, il est au volant de son VR puis il rentre sur l'autoroute comme s'il y avait une Civic. À un moment donné, je pense que ça prendrait des permis pour faire ça. Pour ce qui est des piétons, il faut absolument les protéger. Pour ce qui est des vélos aussi, quoique, à mon avis, il y a de la sensibilisation à faire au niveau des vélos aussi, des cyclistes, parce qu'ils prennent bien ce que ça fait leur affaire.
quand il y a un stop, s'ils se rendent compte qu'ils peuvent passer sans arrêter, ils vont passer sans arrêter. Fait que là, vous voulez être comme les autos ou vous voulez pas être comme les autos? Tu sais, l'autre fois, j'étais pris en m'en allant prendre le pont Jacques-Cartier et à ma gauche. Donc, moi, je suis en voie de droite. Donc, il y a 2 voies. Là. Il y a une voie de droite et la voie de gauche. J'étais sur Sherbrooke. Puis là, il y a un vélo qui nous passe entre les 2 autos. Il arrive vite, hein? Super serré entre les deux. Tu fais, mais t'as pas... Là, t'es entre les 2 chars. Donc, t'es pas sur la piste cyclable. Tu respectes pas le code de la route. Tu sais, fait que moi, des fois, j'ai un peu de misère avec ça. Je veux bien les respecter. Je veux surtout pas qu'il arrive un accident. Ça me troublerait pour la vie de frapper un cycliste. Là. Fait que je veux faire attention à eux. Mais ils vont devoir, eux autres aussi, apprendre à faire attention. Mais bref, de très bonnes mesures qui s'en viennent. Et il faut réduire le nombre de morts sur les routes et d'accidents graves. Parce qu'on parle des morts, mais des fois, tu peux rester en fauteuil roulant. Tu peux avoir des séquelles à long terme des accidents routiers. Donc, il faut absolument réduire ça dans les prochaines années au Québec. Vendredi dernier, le gouvernement Legault a annoncé par la page Facebook du chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine que l'accès au covoiturage dans la voie réservée aux autobus serait retiré. La nouvelle est passée un peu sous silence vendredi, mais aujourd'hui, de nombreux citoyens se sont alarmés face à ce changement-là. Selon plusieurs, ça va aggraver la congestion routière, alors qu'il y a plusieurs Québécois qui ont commencé à adopter le covoiturage dans leur mode de vie. Ceux qui utilisaient la voie réservée pour réduire la circulation et réduire le temps de leur trajet, eh bien, se sentent pénalisés. Le gouvernement affirme qu'il a pris cette décision en raison des infractions qui sont beaucoup trop nombreuses. Beaucoup de véhicules non autorisés empruntent la voie, des manœuvres dangereuses ont été observées, mais on dit aussi que l'interdiction punit la majorité des conducteurs qui, eux, respectent les règles. Le gouvernement soutient qu'il est important de garantir un accès sécuritaire et efficace aux services d'urgence, même si certains citoyens proposent au gouvernement d'autres mesures comme une forte présence policière ou l'utilisation de caméras de surveillance. La décision ne semble pas changer. J'ai parlé avec M. Payet tantôt, le porte-parole du ministère des Transports. Moi, je ne l'ai pas cru. Mais c'est correct, là, il y avait son point à défendre. Il me parlait que c'était dangereux là, parce qu'il y a jusqu'à un maximum qu'il y a eu de 200 voitures qui n'avaient pas le droit d'être là, qui ont passé dans une journée, 200 voitures dans une journnée dans le tunnel. C'est rien. Là. Fait que faites-moi pas à croire que c'est devenu plus sécuritaire parce qu'on a enlevé ces 200 voitures-là. Moi, j'aurais aimé qu'on commence par une grande campagne de sensibilisation. Là. Pour vrai, j'aurais pu prendre cette route-là sans m'en rendre compte si mon GPS m'avait emmené là. Je savais pas qu'il y avait une voie pour les gens qui font du covoiturage. Là. Fait que si on avait vraiment... Là, tout ce qu'on entend parler aujourd'hui, là, imagine si on avait fait ça en disant là, à partir de demain, là, on va donner des amendes à chaque personne qui fera pas de covoiturage, qui sera pas inscrit, qui sera pas 3. On va leur donner des amendes salées. Les gens auraient arrêté de passer, là. Mais on l'a pas fait. Là, ce qu'on entend, c'est que les policiers, à un moment donné, ont renoncé parce qu'il y en avait trop. C'était pas possible de surveiller tous et chacun. Mais je pense que si on avait juste... Tu sais, pour moi, là, c'est dans le temps des fêtes, quand on dit qu'il va y avoir des barrages routiers partout, là, on en fait une belle grande campagne de promotion. Les gens font attention. Ben oui, quand on dit on va vous surveiller en fin de semaine, là, un long week-end là, de septembre ou du mois de mai, là, on sait qu'il commence à faire beau. On va vous surveiller sur les routes. Il va y avoir des opérations radar partout. On fait un petit peu attention. Ça sonne une mais cloche. je pense que si on avait commencé par ça, on aurait sûrement pu réduire le nombre de récalcitrants de 200 à peut-être 40, puis ça serait devenu moins problématique. Ça aurait permis d'avoir des circulations plus fluides. Et surtout, ça ne serait pas allé, je trouve, à l'encontre de ce qu'on essaie de promouvoir, c'est-à-dire le covoiturage. On veut que les gens trouvent des moyens de ne pas être seuls dans leur voiture. Puis là, finalement, on en enlève un. Parce que quand on se retrouve dans un endroit, mettons, on monte sur la 15 là, pour s'en aller dans le nord, puis qu'il y a une voie là, pour quand on fait du covoiturage ou si on a une voiture électrique, là, il n'y a pas ben grand-chose de plus enivrant que ça. Puis ça donne envie d'en faire par la suite parce que tu regardes tous les autres qui sont pris, puis toi, tu passes. Tu fais, hey, une chance qu'on est 2, une chance qu'on est 3. Ben, c'est la bonne façon, je trouve, de promouvoir le covoiturage pour qu'on soit éventuellement plus vert. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
C'est pas nouveau, mais on semble avoir des problèmes dans notre système judiciaire. On se rappelle tous du tragique incident qui implique M. Pierre-Ny Saint-Amand, un chauffeur d'autobus qui est rentré littéralement dans une garderie de Laval. Eh bien, 6 mois plus tard, la suite du processus judiciaire est toujours en attente et en raison de retard dans la divulgation des preuves, le chauffeur avait foncé dans la garderie en question, causant la mort de 2 enfants et en blessant 6 autres. L'enquête est en cours et des expertises sur l'autobus impliqué sont toujours en train d'être menées, mais la défense attend toujours des éléments de preuve nécessaires pour avancer le dossier. C'est pourquoi l'avocat de la défense et la procureure de la Couronne ont demandé tous les deux de repousser la date de comparution de M. Saint-Amand au 26 septembre. Il est accusé de 9 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, tentative de meurtre, voie de fait grave sur 2 enfants et voie de fait causant des lésions corporelles sur 4 enfants. Les évaluations psychiatriques ont confirmé sa capacité à comparaître en justice. Finalement, malgré les délais, on indique que les 2 parties impliquées veulent aller de l'avant rapidement, mais ça prend du temps. Là, je suis pas spécialiste en droit, là, mais de ce que j'ai compris, là, j'ai entendu plein de monde parler de ça aujourd'hui, c'est que c'est un délai qui est quand même raisonnable et on le comprend. Ça peut même aller jusqu'à 30 mois que j'ai entendu parce qu'on veut être sûr que le dossier est bien étoffé. On veut surtout pas se faire prendre dans une petite virgule qu'on aurait oubliée quelque part. Là, on veut être certain d'être béton lorsqu'on va se présenter. Puis ça, je peux pas être en désaccord avec ça là, parce il faut pas qu'il y ait de failles dans un dossier comme celui-là. Là. Fait que je comprends qu'on veut être le plus préparé possible. En même temps, je comprends aussi que, mettons... Si moi, je suis le parent d'un jeune là, qui a perdu la vie dans cet accident-là, je trouve ça interminable. T'as hâte que ça soit réglé. Oui, pour pouvoir tourner la page un peu. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis je dois trouver ça vraiment injuste. Mais la plupart des spécialistes que j'ai entendus semblaient dire aujourd'hui que vaut mieux ça, prendre un petit peu plus notre temps, que d'avoir oublié, faire une petite erreur dans le dossier et se faire débouter en cours en bout de ligne. Le Monde. Le rejet d'eau contaminée de la fameuse centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique va débuter ce jeudi, mais seulement si la température le permet. C'est ce que nous affirme le premier ministre japonais. L'Agence internationale de l'énergie atomique a validé ce processus en juillet dernier. Elle assure que ce déversement serait sans danger pour l'environnement et la santé humaine, mais ça suscite toutefois des inquiétudes et des critiques, notamment de la part de la Chine. Le Japon prévoit rejeter plus de 1,3 million de mètres cubes d'eau contaminée provenant de la centrale de Fukushima. On dit qu'elle est contaminée parce qu'elle a été utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs suite au tsunami de 2011. TEPCO, l'opérateur de la centrale, prévoit un rejet étalé jusqu'au début de 2050 à raison de 500 000 litres d'eau par jour maximum et avec une dilution pour réduire la radioactivité en dessous des normes nationales. L'opération sera surveillée par l'Agence internationale de l'énergie atomique et des données de suivi seront rendues publiques, évidemment. Les réactions sont mitigées. On n'est pas surpris. La Chine et des acteurs de l'industrie de la pêche japonaise s'inquiètent des répercussions environnementales et commerciales. Selon eux, ça va nuire à l'image de leurs produits, mais le gouvernement japonais affirme que l'opération est réellement sécuritaire. As-tu l'impression que c'est sécuritaire, toi? Ben, on me dit de l'eau contaminée dans l'océan. L'océan en bois est grand, mais personnellement, je m'y connais pas. Moi, mais perso, ça m'inquiète. j'ai l'impression que non. Ça m'inquiète. Je mangerai jamais le poisson qui va Moi non plus. qui va être à l'embouchure de cette place-là où on va rejeter l'eau. Puis, tu sais, l'eau, là, ça peut sembler peut-être un peu... rêveur, ce que je veux dire, mais tu sais, l'eau du Japon, on va finir par l'avoir ici, là. Tu sais, l'eau, elle se promène partout sur le globe, elle va, tu sais, je veux dire... Puis on a vu avec la fumée, à quel point ça se propageait vite. T'sais, notre fumée s'est retrouvée en Europe, là. Tu sais, on est quand même interreliés les uns des autres. Fait que je me dis que tant qu'on n'aura pas commencé à déverser ces eaux-là, on ne saura pas l'impact sur la flore aquatique, sur la santé humaine, la santé des poissons et tout ça. Puis, ce qui me fait sourciller encore plus, c'est qu'on dit « c'est sans danger ». Mais on va déverser juste 500 000 litres par jour maximum. Seulement. Non, mais c'est beaucoup, mais dans le sens... Énorme. Mais si c'est sans danger, mettez-la toute, l'eau.
Oui, Mais effectivement. c'est sans danger, mais on va y aller goutte par goutte. Donc, il y a un petit peu de danger quand même, parce que sinon, vous vous retiendriez pas. Là. Pourquoi vous allez tirer ça jusqu'en 2050? C'est que on veut la diluer un peu. Donc, on veut diluer ce qui est dangereux avec l'eau qu'on a l'habitude de trouver. Fait que je me dis, il y a quand même un certain danger à tout ça. On va l'apprendre juste après. Après. C'est officiel, Donald Trump a annoncé sa comparution à Atlanta pour jeudi et ça risque d'éclipser le premier débat entre rivaux républicains qui était prévu pour mercredi, auquel il a mentionné ne pas participer. On se rappelle que Donald Trump fait face à une inculpation en Géorgie en vertu d'une loi sur la délinquance en bande organisée. Il va être jugé aux côtés de 18 co-accusés pour avoir tenté de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. Les avocats de M. Trump ont accepté de verser une caution de 200 000 $, évitant une détention provisoire, évidemment, à condition qu'il ne fasse pas de délit. Et c'est le monde à l'envers avec M. Trump. Hein? On le dit souvent parce que ces débats judiciaires font pour l'instant qu'augmenter les dons de ses partisans qui, eux, affirment qu'il est victime d'une chasse aux sorcières. Moi, ce que je trouve plate dans tout ça, c'est que ça arrive le lendemain du débat. Donc, ça va éclipser les vrais enjeux. Donald Trump va encore prendre toute la place, va empêcher à tous les autres candidats de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Je comprends pas. On aurait pu laisser passer 2-3 jours au moins entre les deux. Fait que je trouve ça bien plate que ça arrive au lendemain des premières républicaines. Mais bon, c'est comme ça. Des choses qui arrivent. Économie. Mardi dernier, le bureau d'enquête a annoncé que les achats de la ville sur Amazon en 2023 s'élevaient à plus de 1 000 $ en moyenne par jour. Le double depuis 2020. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a tenté de justifier cette hausse en prétendant que les achats étaient limités à une période précise durant la pandémie, comme par exemple l'achat de 7 ordinateurs avant la fermeture due à la COVID en décembre 2021. Mais c'est une affirmation fausse. Parce que les dépenses sur Amazon n'ont pas diminué par la suite. On dit qu'elles sont en moyenne plus élevées en 2023 qu'en 2021 et ça contredit donc complètement sa déclaration. L'opposition officielle, Ensemble Montréal, a exigé des clarifications. Elle a également souligné que ça pourrait nuire aux entreprises locales et que ça va à l'encontre de la politique d'achat responsable mise en place par la Ville en 2021 pour favoriser les petites et moyennes entreprises locales. Certains élus réclament aussi un bilan sur l'application de règles de gestion contractuelle. Ouais, ça, c'est décourageant quand on voit nos villes ou notre province ou notre pays qui encouragent des géants comme ça au lieu, tu sais, c'est fou l'impact qu'ils sont capables d'avoir eux autres là, lorsqu'ils ont une partie du budget puis qu'ils décident d'encourager une entreprise d'ici. Fait que ça, je trouve ça vraiment triste. Puis pour ce qui est de Valérie Plante, j'ai l'impression que depuis 2 semaines, là, ça glisse tellement pour elle. Là. Il y a tellement de choses qui vont mal, tellement de dossiers qui sont mal pilotés. Là. L'eau, entre autres, là, qu'on a entendu parler. Mais oui. Et puis là, tu sais, elle lance quelque chose, puis finalement, ça a comme pas rapport. Là, un peu comme quand elle a lancé l'histoire des piscines, de taxer les piscines. Là, elle a dit que c'est à cause des ordis. Finalement, on découvre que c'est pas ça. Ça donne l'impression qu'elle n'est pas au courant de ces dossiers. C'est ça que ça donne l'impression. Il y a peut-être un petit problème de communication. Oui, ou je sais normal, pas, elle sort quelque chose pour s'en sortir. Ouais. Elle se dit, bon, ben, je vais lancer un pavé dans la mort, puis c'est vraiment ça parce qu'elle est déboutée tout de suite après. Fait que je trouve que ça affecte présentement un peu sa crédibilité. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Histoire vraiment malheureuse. Nathalie Hamel et Jacques Thérien, qui sont des parents adoptifs de 10 enfants, dont certains avec des besoins assez particuliers, font face à une situation désastreuse après avoir été victimes d'une arnaque par un entrepreneur. Donc, je vous résume un peu l'histoire. L'entrepreneur a été engagé pour agrandir leur maison dans le but d'offrir des soins appropriés à un de leurs enfants qui est lourdement handicapé. Mais l'entrepreneur a fait qu'une partie des travaux, puis a déclaré faillite. Les rénovations étaient censées durer 8 semaines et en 5 mois, ils ont à peine progressé. Ils disent avoir qu'une fondation. Le plus triste dans tout ça, c'est que le couple avait payé l'intégralité de la somme due pour les travaux, 190 000 $. Ils avaient pris la décision d'agrandir leur maison parce que l'option semblait beaucoup plus économique que déménager complètement.
est vraiment triste, là. On va se le Tellement. dire. En même temps, je suis pas certain de l'idée de tout payer en avance comme ça. Il me semble que quand tu vas faire des travaux, au pire, tu payes un peu avant, un peu pendant, puis la facture finale après. Je sais pas c'est quoi leur recours. Je sais pas si quelqu'un peut les protéger pour ce genre d'affaires-là. J'imagine que non, parce que c'est une faillite. Bref, c'est très, très triste. Puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui va leur venir en aide quelque part, parce que visiblement, c'est de bonnes personnes, là, parce qu'ils font quelque chose de bien pour la société. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Sujet un peu en lien avec notre dernier, Laval serait touché par une vague de fraude. Tellement que le service de police de Laval, donc la SPL, lance une campagne de sensibilisation pour sensibiliser les citoyens, principalement les personnes âgées, sur les différents stratagèmes de fraude. Le sergent aux affaires publiques du SPL souligne l'importance de ne pas divulguer d'informations nommatives ni de renseignements bancaires à des inconnus, parce qu'on ne donne pas de l'argent à des inconnus, aussi simple que ça. Les fraudeurs ont quand même toute qu'une technique. Ils vont cibler les émotions des personnes âgées pour les tromper. Entre mars et août dernier, le SPL a dénombré 45 cas de fraude de type faux représentant. Donc, les fraudeurs se font passer pour un employé d'une institution financière et 31 cas de fraude de type grands-parents, entre guillemets. Mm-hmm. Du genre, un membre de ta famille s'est fait arrêter, il a besoin d'argent, vite, donne-moi le numéro de ta carte. Donc, les victimes sont incitées à prendre leur temps parce que les fraudeurs peuvent être facilement impatients, demander conseil à une personne de confiance et à consulter le site de la Sûreté du Québec pour en savoir davantage sur la prévention de la fraude. Il faut être vigilant. Je sais pas pour toi, mais moi, j'en ai une par semaine, une fraude. Tout le temps, sur mon cellulaire, constamment. Et puis, ils sont ratoureux, puis des fois, ils ont l'air crédibles en plus, ils ont les vrais logos, ils ont... Fait que par courriel, faites juste regarder d'où l'adresse vient. Vous allez voir que souvent, là, c'est... Petit Joe, je veux te frauder en commercial. Tu sais, je veux dire, c'est clair que c'est pas ça. Oui. Mais la meilleure que j'ai eue récemment, c'est quelqu'un qui m'a communiqué sur Facebook. Ah oui? Facebook. Avec l'identité de la cousine de ma blonde. Là, qui me demande comment je vais. Bon, j'y réponds. Je trouve ça bizarre qu'elle m'écrive à moi, mais tu sais, ça arrive souvent. C'est arrivé souvent dans ma famille. Tout ça, mettons que quelqu'un veut s'en aller dans le showbiz éventuellement. Puis là, ben, il passe par moi pour dire je pense m'en aller à Jonquière. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fait que tu sais, j'y réponds. Puis le fraudeur ou la fraudeuse était patient parce que tu sais, pour me laisser croire que c'était quelqu'un, elle me répondait pas comme dans la même journée. Le lendemain, un petit message. Comment va la famille? Tu sais, puis là, bien. Heureusement, ça me tentait pas trop d'étirer, fait que j'écrivais des petits mots assez courts. Tu sais, je donnais pas d'infos. Bien. Je m'informais pas d'elle ou quoi que ce soit comme ça. Puis là, à peu près aux 2 jours, ça revenait, jusqu'à un moment donné où elle dit « Peux-tu faire quelque chose pour moi? » Fait que là, je me dis, elle va me demander justement quelque chose par rapport au showbiz, tu sais, m'envoyer un contact, un numéro. Ouais, t'as-tu le contact de quelqu'un, quelque chose? Puis là, j'ai dit, oui, quoi? Parce que je veux pas être bête, tout d'un coup, c'est vraiment sa cousine. Fait que, sur le coup, je pensais que c'était vraiment sa cousine. J'avais même dit à ma blonde, c'est bien bizarre, ça, le fait qu'elle m'écrive à moi au lieu d'à toi. Ta blonde, elle n'a rien suscepté. C'est une cousine dont elle est plus ou moins proche. Elle n'a pas posé plus de questions non plus. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Elle dit, peux-tu faire quelque chose pour moi? Oui. As-tu un centre d'achat proche de chez vous? Je fais, oui. Pourquoi? Tu sais, je voulais juste voir. J'aurais besoin de quelque chose. Pourrais-tu aller me l'acheter? Fait que là, j'ai coupé ça court en disant, je sais que t'es un fraudeur, t'auras rien de moi, tu peux arrêter. Et en 10 secondes, la discussion avait disparu. Cette personne-là s'était comme désabonnée de mon compte. Puis le profil n'existait plus. Ouais. Ça a parti vite. Mais bref, ce qui m'a impressionné, c'est que ça a duré comme 2 semaines. Donc, prendre le temps de créer un lien avec la personne pour tranquillement arriver à leur fin. Donc, il faut être vraiment, vraiment vigilant. Charlotte, merci beaucoup. C'était Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.